Salut Gilles. Salut. Donc Gilles, Merci. toi, Bonjour à tous, au passage. Gilles, toi, tu es le fondateur de Livestorm, Ouais. une boîte qui a vraiment explosé avec les confinements. Ouais. Tu vas nous raconter un peu ce que fait ta boîte, mais grosso modo, tu as monté une plateforme qui permet de gérer facilement des webinars et qui fait bien plus. Moi, je te laisserai faire le pitch de ta boîte, je pense que tu le feras mieux que moi. C'est déjà pas mal. Et donc, du coup, tu as fait un truc surprenant. En 2020, Ouais. tu as quitté ton appart parisien et tu t'es mis en full nomade dans une boîte qui s'organise en télétravail. Et donc, voilà, je te laisse prendre la parole et nous raconter un peu tout ça. Ok, merci beaucoup. Bonne conf. Ok, et on est parti. Je vais essayer d'utiliser ce clicker. C'est la première fois. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des trucs en présentiel, comme vous pouvez vous en douter, parce que du coup, la vidéoconférence, c'est plutôt mon dada. Et donc là, comme quoi, on peut faire des trucs en présentiel et faire de la vidéoconf. Hein, c'est pas complètement. Voilà. Alors, donc ça, c'est littéralement le box que j'avais en avril, non, même pas en avril d'ailleurs, si, en avril dernier, en avril 2021. Donc c'est mon appart parisien de 35 mètres carrés que j'ai essayé de foutre dans un box à Bagnolet à Paris, et au moment de partir. Donc ça faisait 10 ans qu'on était dans cet appart. Pour info, j'avais fait mes études à Nantes, puis à Paris, et du coup on a monté la boîte à Paris. Et ensuite on est parti dans effectivement 6 pays différents. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que Livestorm? Pour un petit peu de contexte, Livestorm, c'est une plateforme d'engagement vidéo sur laquelle vous allez pouvoir en fait faire à la fois, donc on a parlé de webinaires, des meetings, et ce depuis un navigateur, en gros de 0 à 3000 participants, et de façon très simple. Donc c'est le pitch de base, et aujourd'hui on va travailler avec des équipes marketing, RH et commerciales, et voilà, qui vont collaborer sur le même workspace pour faire tout ça. Bref. Donc on monte ça. On est aujourd'hui, donc à date, on est 160 personnes, un petit peu plus que ça maintenant. On a fait une série B en novembre 2020. Je vais repasser tout à l'heure dessus. Mais voilà un petit peu où est-ce qu'on en était et le contexte dans lequel on a décidé de faire ça. Alors, où est-ce qu'on est allé? La première étape, c'était l'Islande. Donc, je passe d'abord sur les étapes parce que je pense que c'est la question un peu brûlante que tout le monde se pose. Donc, on a commencé, le truc test, ça a été l'Islande. On est parti en mars, du coup, 2021. Donc, juste avant de lâcher l'appart, et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut bosser à distance, etc. J'expliquerai les raisons du pourquoi on a fait ça quand même à la fin, mais juste pour répondre à cette question-là. Donc, l'Islande. Puis on a fait Barcelone, donc pour le coup c'était là on avait lâché l'appart et on a fait ça on a pris un Airbnb, enfin en l'occurrence un short-term rental, et on a fait ça entre mai et juillet 2021 du coup à Barcelone. Ensuite, la Grèce. Donc là, pour le coup, on s'est fait quand même un petit kiff. C'est qu'on a fait les Cyclades pendant tout l'été, entre juillet, août, septembre, mais surtout août, où on n'est pas resté à Paros pendant un mois, Sifnos, Milos, puis terminé par Athènes pour la rentrée pendant tout septembre. Amsterdam, ensuite, pendant tout le dernier quarter, entre septembre et janvier. Donc ça, c'était plutôt cool. Voilà, c'était un rêve qu'on avait d'aller habiter à Amsterdam. Et du coup, voilà, donc on a pu faire ça. Les Lofoten, ça a été le truc je pense, c'est le truc le plus timbré qu'on ait fait, parce que pour le coup, il y avait littéralement 48 heures de voyage avant d'arriver. Et pour info, la petite maison que vous voyez là, c'est la nôtre. Et donc on était vraiment paumés au milieu de nulle part dans un village de pêcheurs avec un truc incroyable qui nous a coûté 2 jambes et un bras, mais en l'occurrence on s'est fait un gros kiff et c'était assez exceptionnel. Et là actuellement, enfin non pas actuellement parce que j'ai littéralement déménagé hier, on était à Édimbourg en Écosse et donc la prochaine étape ce sera Séville. Elle n'est pas sur les slides mais en l'occurrence ce sera ça. Voilà du coup pour la question brûlante de qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 6 mois. Et là, du coup, pourquoi le risque? Pourquoi faire ça? Ce qui est peut-être un petit peu chelou. La première chose, c'est que ça faisait 6 ans en fait. La boîte a 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on bosse quand même beaucoup. Et alors j'ai la chance d'avoir 3 associés, donc je peux aussi beaucoup me reposer sur eux. Mais ça fait aussi 6 ans et ça faisait aujourd'hui 12 ans que je suis en couple. Et donc, en gros, j'ai littéralement en fait ma moitié de couple qui a été
j'allais dire sacrifié, mais en gros où il y avait une espèce d'un don de soi, de se dire en fait pendant 6 ans je vais aussi supporter cette espèce d'énergumène qui fait des calls pendant le lockdown et moi je suis obligé de me planquer derrière parce que j'ai des invests et voilà, et moi je suis en pyjama sur mon canapé, quoi. Donc c'est vraiment ce genre c'est vraiment un don de soi à la fin de la journée, et c'est vrai que du coup pour rebalancer tout ça, pour rééquilibrer tout ça, l'idée c'était aussi de se faire ce kiff-là, de s'autoriser ça pour le faire. Étant remote aussi, donc on revient un petit peu à quelque chose de business. Étant remote, on voulait aussi finalement j'avais aussi un peu envie de stress test un petit peu ça, de voir un petit peu comment les gens bossent en remote, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui bossent de localisation parfois un peu éloignée, parfois seul. On a quelqu'un qui est en Australie, quelqu'un qui est au Bénin, quelqu'un qui est en Éthiopie, d'autres qui sont au UK. Enfin bref, c'est très divers. Et donc, on avait envie de comprendre un petit peu comment les gens bossaient à distance et quelles sont un peu les problématiques inhérentes à ça. Et puis simplement tester l'outil dans diverses conditions aussi. Logique. Aussi, un disclaimer, c'est que le timing il était grave en notre faveur. C'est-à-dire que là, ça n'arrive pas comme ça. Voilà. C'est aussi, on avait tout un tas de paramètres qui étaient remplis, qui faisaient que ça marchait bien. Le premier, c'est que, en fait, on était locataire, donc on n'avait pas non plus cet achat qui nous pesait et donc cet emprunt à rembourser. Donc, malgré tout, ça reste un loyer à payer en plus du Airbnb ou quoi que ce soit. On n'a pas de gamin. On avait. Non, on n'a toujours pas de gamin. Je crois. Et donc, forcément, Bon, ça dépend des gens, effectivement, ça dépend de comment on veut gérer ça, mais c'est peut-être plus flexible de le faire sans gamin. Pas d'animaux à gérer non plus, pas de conditions de santé ou quoi que ce soit qui ferait qu'on aurait besoin d'avoir un suivi, etc. Et puis surtout, ma conjointe est capable aussi de faire du remote parce qu'elle est freelance, elle fait du support à distance, et donc foncièrement, elle était aussi dans cette position de pouvoir le faire. Donc en fait, c'est quand même un certain set de paramètres qu'il fallait remplir et qui n'est pas non plus complètement anodin, quoi. Pour ce qui est du contexte, on arrive du coup, donc on est plus ou moins sur l'espèce de 4e vague du Covid, machin, etc. Pour vous donner une histoire, une idée, en gros, entre janvier 2020 et aujourd'hui, on a fait quasiment x10 sur le revenu, sachant qu'on était déjà post-série A en janvier 2020. Et voilà, donc ça a été une croissance qui a été assez fulgurante, assez exponentielle, surtout sur la partie 2020, plus linéaire sur la partie 2021 jusqu'à aujourd'hui, parce que voilà, on ne peut pas non plus grossir 500% tous les ans que Dieu fait, même si j'aimerais bien, mais bon, c'est pas forcément très soutenable. Et comme je disais, on avait 100% de la team qui était en remote depuis le premier lockdown, on va dire. On avait 50% des gens qui étaient déjà en remote et on est passé 100% à partir de ce moment-là. Donc il y avait quand même ce contexte-là. Et donc, la discipline qu'on s'est donnée, parce qu'on se donnait quand même des règles avant de faire ça, la première qu'on s'est donnée, c'était qu'on a essayé de rester 1 à 3 mois par localisation. Ça permet de s'établir, ça permet de se donner une routine, ça permet de comprendre le lieu, de voyager un petit peu intra-lieu et de simplement se poser et de ne pas être forcément tout le temps dans le déplacement, ne serait-ce que pour le boulot. Parfois, c'est un peu chiant. Donc voilà, l'idée, c'était de faire ça. Je me suis imposé aussi la règle de GMT+2, donc en gros d'une time zone qui permettait d'overlap correctement avec toute l'équipe, où qu'elle soit, pour qu'elle soit sûre de pouvoir bosser sur les mêmes horaires et de ne pas être complètement décalqué, parce que si on allait en Corée du Sud, il aurait fallu que je bosse avec 15 heures et que je finisse à 1h du mat', ce qui n'est pas forcément très viable sur le long terme. Évidemment, tout ce qui est les restrictions qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, mais qui l'étaient avant, donc vraiment se comporter comme si tout le monde avait 65 ans autour de soi. Avoir le même budget que l'appart qu'on a lâché et qu'on aurait pu réavoir à Paris. Donc on s'est imposé en gros cette règle de 1500 € par mois. Ouais, je suis désolé, à Paris, ça coûte une jambe. Mais, je ne sais pas combien ça coûte ici d'ailleurs, mais avec les Parisiens qui débarquent, ça ne va pas aller beaucoup mieux. Évidemment, le train, le bateau plutôt que l'avion pour des raisons écologiques, parce que forcément, on n'a pas envie aussi d'imposer ça en plus. Et bouger le week-end pour ne pas perturber les horaires de travail, etc. Donc, il y a tout un tas de sets de règles sur lesquelles on s'est mis d'accord et du coup qu'on s'est imposé. On s'est fait bref, ça c'est juste mon Notion, mais bon, ça c'est juste moi qui ai envie de geeker sur Notion et qui s'est fait un dashboard. Mais grosso modo, c'était un moyen de suivre un petit peu où est-ce qu'on en était aussi. Et maintenant, si on parle un petit peu du taf en tant que CEO, parce que c'est quand même à la fin de la journée, c'est comme ça le principe. D'abord, si on récap un petit peu quel est le job, donc ça c'est mon framework Moumou. C'est un peu con comme nom, mais voilà. En gros, le premier truc, c'est maintenir les relations investisseurs. Le deuxièmement, ça va être superviser de près ou de loin la partie produit et le développement du produit. Les go-to-market, même chose pour la partie go-to-market. Être sûr que vos VP, C-level, head-off soient alignés sur la même stratégie, la culture, la vision, le machin, parce que sinon tout part en live. Et donc constamment s'assurer que ces gens-là sont bien focus sur la même chose.
La vision, sans cesse la communiquer, sans cesse la réécrire, sans cesse faire en sorte qu'elle soit bien noir sur blanc et pour tout le monde. Et la culture, donc simplement, c'est gérer ça avec vos équipes people, RH, être sûr que on est bien à cheval sur le recrutement, les embauches, enfin les politiques RH et compagnie. Voilà. Et donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça change? Donc une fois le fait de bouger comme ça, je pense qu'il y a un truc qu'il faut bien se comprendre, c'est que c'est pas la fête, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je vais faire le premier sondage de cette journée du Web Today. Tiens, est-ce qu'il y a des C-level et des founders, co-founders dans le coin, ou juste qui ont un business? Ok, c'est pas facile, hein. C'est pas facile tous les jours. Eh ben non, c'est effectivement pas très facile tous les jours, et c'est pas parce qu'en fait vous êtes en Grèce que ça vous suit pas. Au contraire, vous allez avoir, c'est comme partout, en fait, vous allez avoir des jours où là vous êtes là, parce qu'une bonne semaine, parce qu'une bonne release, parce qu'une bonne semaine de vente, une journée ou une semaine vous êtes là, parce que vous avez quelqu'un qui s'est barré, un client, un employé, je sais que sais-je. Et ce genre d'anxiété, ça va vous suivre quoi qu'il arrive. Que vous soyez à 3000 bornes ou que vous soyez dans vos bureaux, c'est pareil. En fait, ça va vous suivre pareil, avec l'effet pernicieux en plus, c'est que là vous êtes dans ce contexte qui est un peu exceptionnel, où vous voyez, vous êtes un cadre magnifique, et pour autant, vous n'êtes pas vraiment dans le moment présent, parce qu'en fait, tout ce à quoi vous pensez, c'est ce qui vous bourrine la tête. C'est le truc de merde qui s'est passé au boulot. Donc c'est con, mais il faut l'avoir en tête, et c'est pas non plus un échappatoire, et c'est pas censé être un échappatoire, surtout. Et un autre truc sur lequel il faut être vraiment OK, c'est que, surtout si vous êtes CEO, c'est que vous allez forcément donner un exemple, et que vous allez créer un précédent, et donc il faut être OK que ce précédent soit suivi par les autres. Si vous n'êtes pas OK sur le fait que les gens puissent répliquer ce que vous faites, il faut mieux pas le faire. Ou alors sinon, il faut cadrer le truc, ou j'en sais rien, mais en tout cas, les gens vont probablement vous suivre à un moment donné. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, c'est quoi un petit peu les bases et comment on essaie de faire en sorte de s'organiser quand on bouge comme ça, etc. Le premier truc, c'est d'avoir en fait un environnement de travail qui soit un peu agnostique de la localisation. Donc ça veut dire, c'est con, mais effectivement, quand vous vous habillez le matin, forcément ça crée une routine, même si c'est pour aller à 3 mètres de là, mais c'est comme pour le confinement et à la fin de la journée, quoi. Pour recréer un bureau, un truc que je me suis dit, c'est finalement j'allais vraiment m'assurer que en fait j'étais hyper confortable pour bosser, que j'avais vraiment en fait tout ce qu'il me fallait, comme si je pouvais être sur un bureau, donc avoir un stand de Mac, typiquement je dis celui du Rain Design, de la marque Rain Design, celui que j'ai acheté qui est vraiment cool en l'occurrence parce qu'il est très compact, pliable et compagnie, donc c'est vraiment sympa. J'ai pas d'action, c'est Rain Design. Le fait si vous avez un support, vous avez forcément un clavier, vous avez forcément une souris, et donc forcément il faut quelque chose de Bluetooth, pas de câble parce que vous allez les transporter, pas de piles, donc rechargeable parce que pareil, vous n'allez pas vous amuser à acheter des piles au fin fond dans le cul de l'Islande parce que forcément vous n'avez pas beaucoup de piles là-bas. Ensuite, vous allez probablement travailler dans des coworks ou dans des environnements bruyants, donc il faut avoir un truc qui soit à la fois noise cancelling pour ce qui rentre mais aussi pour ce qui sort. Et donc pour le coup, j'en ai testé une dizaine. Le seul truc qui marche vraiment bien, c'est l'espèce de Jabra avec le truc là sur le côté. Vous allez ressembler à une photo Shutterstock, mais à la fin de la journée, c'est ce qui marche le mieux et ça dure 14 heures. Et c'est pas très grave. Et ouais, j'ai investi dans un forfait Orange 5G à 32 € par mois et ça coûte un bras. Mais en fait, le fait est que 100 gigas en 5G, c'est cool, quoi. Et surtout qu'on peut le porter n'importe où en Europe et j'ai pas besoin d'un modem, d'un routeur ou quoi que ce soit. Et c'était nickel. Sachant qu'en plus, ça a été surtout un critère de choix d'aller regarder quelles étaient les meilleures connexions. Enfin, j'en étais à un point où en Norvège, par exemple, je regardais les cartes de ventilation de la 4G, de la 5G, des réseaux pour choisir le Airbnb. Donc en plus, ça devient vraiment un critère de choix, quoi. Et voilà. Et après, la ventilation entre cowork versus rester dans le Airbnb pour bosser, finalement, ça dépend de chacun. Moi, je beaucoup plus Airbnb en soi, pour des raisons de simplement j'ai des calls et que j'ai pas envie de gueuler dans l'open space quand j'ai un board, quoi. Donc forcément, voilà, c'est des raisons de confidentialité, quoi. Pour la routine en soi,
concrètement, après, c'est la discipline, encore une fois. C'est une chose qu'on peut appliquer même au bureau en réalité, mais c'est un truc que je me suis surimposé pendant cette période-là, c'est d'avoir vraiment des slots qui sont bloqués pour faire des choses. Donc on a vu un peu les jobs qui étaient les jobs du CEO de façon très, très large, en tout cas en théorie tout à l'heure. Et en gros, derrière, c'est répéter ça et d'avoir des slots qui sont dédiés pour faire que ce soit de la discovery, du deep dive, du feedback, de la review, du management, qui soit dédié à ça dans le calendrier de la semaine. Et après, derrière, d'appliquer, moi j'ai réutilisé des frameworks un peu connus comme la matrice Eisenhower, où en fait vous avez ce qui est urgent, ce que vous devez faire aujourd'hui, ce que vous ferez dans la semaine de façon obligatoire, ce que vous pouvez déléguer ou en attente, et ensuite ce qui n'est pas urgent et donc qui ne mérite même pas quasiment d'être fait, ou vous pouvez reporter à l'infini quasiment, voilà. Et donc, tout était organisé comme ça, et derrière j'avais des slots pour adresser chacune des typologies de trucs, et ça me permettait d'avoir quelque chose d'assez cadré et assez routinier dans un contexte où on bougeait quand même relativement souvent. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est de la communication, de la routine de com, concrètement, il y a beaucoup de live. Enfin, il y a beaucoup de live. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des lives qui sont importants. Donc, vous allez avoir, par exemple, tout ce qui est company level. On a les all hands qui sont à distance pour tout le monde. Que vous soyez au bureau ou que vous soyez manager, c'est toujours à distance. Et ça permet de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, y compris moi. Et ça, c'est tous les lundis. Tous les lundis, 5h30, on a notre all hands. Il y a 160 personnes qui se connectent et on fait le récap de la semaine, etc. Vous avez la même chose au niveau des guildes et au niveau des teams, et qui sont du coup de weekly, et les one-on-one que vous avez peut-être avec les gens que vous managez, qui sont pour le coup mensuels. Et après, le reste, on essaie de le faire de façon la plus asynchrone possible. Donc ça veut dire de la documentation. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important en remote. C'est que c'est la documentation qui passe en premier et c'est les questions qui arrivent en deuxième. Si vous avez beaucoup de questions sur un sujet, ça veut dire qu'il n'y a pas la doc. Et s'il y a la doc, normalement, vous êtes plus censé avoir cette question. Et donc, on a énormément de docs sur Notion, en l'occurrence, mais ça peut être sur ce que vous voulez. Et tout est organisé là-dedans. Et ça va aussi bien de la vision produit que du process pour acheter un billet de train, quoi. Vraiment, tout est absolument documenté et normalement, vous pouvez pouvoir trouver n'importe quelle info. Ensuite, en général, on fait un Slack temporaire par projet avec la doc associée, etc. Donc on essaie vraiment d'avoir quelque chose et un project tracker sur Linear, sur Asana, sur ce que vous voulez. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un workflow qui soit le plus asynchrone possible pour justement éviter cette déperdition d'infos entre les time zones, les meetings, les machins, les trucs. Donc évidemment, c'est quelque chose en l'occurrence, on a quelqu'un en interne qui gère quasiment à plein temps cette logique d'asynchrone et de communication. J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est un vrai rôle à part entière, en tout cas pour le remote. Et donc voilà, et donc en gros pour ce qui est de la routine culture, un truc que j'ai fait aussi, que je me suis un peu imposé, étant loin des bureaux. Alors les bureaux, on est des bureaux, mais il faut bien comprendre qu'en fait on a 20 personnes sur 160 dans les bureaux constamment, c'est plus un coworking qu'un vrai bureau en l'occurrence, c'est un hub et on est plutôt vraiment sur une logique un peu hybride. Mais le fait est que quand on va au bureau aussi, il y a comme cet esprit où on sent un peu mieux les choses. Mais pour ce faire, comme étant à distance, en gros, j'ai juste rencontré toutes les semaines que Dieu fait. J'avais un call avec donc la personne qui est employée expérience chez nous, qui est en gros de l'équipe People et qui gère vraiment la partie expérience collaborateur, le bien-être, les onboarding, les exit interviews, ce genre de choses. Ensuite, je m'impose ici de retourner au bureau tous les mois et demi, 2 mois. Donc pour faire une semaine en l'occurrence, soit entre les localisations, soit en plein milieu. Et en gros, je passais une semaine avec l'équipe. C'est pas forcément la semaine la plus productive, mais au moins ça me permettait d'être vraiment avec les gens, de pouvoir bosser, de faire des meetings, de faire des trucs, de faire des after-work évidemment, etc. Et donc ce fameux rôle de remote communication qui a été hyper important. Alors c'est pas un remote communication officer à proprement parler, c'est vraiment quelqu'un encore une fois qui est plutôt sur l'expérience collaborateur, mais si demain on devait grossir encore plus, je pense que je prendrais quelqu'un à plein temps pour gérer vraiment cette partie communication remote et vraiment asynchrone en l'occurrence. Être au taquet sur les nomenclatures de Slack Channel, de documents, de qui update quoi, de comment on organise tout, comment l'information est accessible. C'est quasiment du design UX, mais pour l'accès à l'information en interne. Et c'est malgré tout, ça peut paraître complètement overkill, mais lorsque vous êtes 160 en remote, c'est pas overkill du tout. Et c'est hyper important. Il y a un truc qu'on a commencé à faire depuis que je suis parti aussi, c'est d'avoir en fait des off-sites, donc en gros des séminaires simplement, mais qui soient par équipe ou de boîte, mais qui soient
enfin par équipe en l'occurrence, mais qui soit surtout décentralisé. Ce qui veut dire, par exemple, vous pouvez avoir l'équipe marketing qui va rejoindre l'équipe sales et ils vont faire ça à Montpellier, donc en gros, je sais pas, là où il y a plus de gens, et de ne pas avoir quelque chose qui soit toujours au même endroit, mais des équipes qui se rejoignent. Et on a, je ne sais pas si c'est sur la prochaine slide, d'accord, non peut-être pas d'ailleurs, mais en gros, on a, chacun a entre 500 et 600, entre 600 et 700 dollars en l'occurrence par trimestre, ou euros, je ne sais plus exactement, pour pouvoir du coup voyager, et, enfin pas voyager pour le plaisir, mais voyager pour le business en l'occurrence, et aller rencontrer les autres équipes. Donc après, lorsque vous avez toute une équipe qui groupe ce budget-là, ça permet de faire un off-site avec cross-team tous les quarters, et ça pour le coup c'est vraiment encouragé, et qui vient en plus les off-sites qu'on va faire au niveau de la boîte avec tout le monde, qui là sont plutôt des grandes messes, plutôt univoques, où on communique un objectif, on communique des résultats, on communique sur un truc. Là, on est plutôt sur une logique de collaboration et de rencontre et de culture, quoi. Donc c'est plutôt cool. Voilà, et donc typiquement, c'est ce qu'on a fait à Lisbonne. C'était censé être un off-site sales avec 40 personnes, ça a fini à 90. On a refait ça en mai 2022 là, à Barcelone. C'était censé être un truc avec l'équipe Coros, pareil, à 10 personnes. On a fini à 160. Et en fait, à chaque fois, c'est ça. C'est-à-dire qu'on laisse le truc prendre un peu organiquement. C'est une équipe qui organise un truc et un off-site. Et en fait, les gens viennent se greffer et ils finissent par faire des trucs ensemble, des workshops, des machins. Et c'est assez chouette, en fait. C'est une façon un peu décentralisée, organique, d'avoir des after-work quand tout le monde est en remote. Et on essaie d'encourager de plus en plus. Et on va essayer d'avoir quelque chose un peu plus structuré. Mais c'était bien sympa, ouais. Il y a vraiment des têtes là-dessus, c'est impressionnant. Bref. Voilà, et du coup un petit look back aujourd'hui à date. Donc le budget est un chouï explosé, c'est-à-dire qu'on est quasiment à 300 € au-dessus de la target, ce qui représente un budget, et ça pareil c'est un contre, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas mis tout à l'heure, mais en vrai si vous avez un peu de cash à côté en épargne, bah ouais c'est cool parce que ça vous permet justement de faire des trucs un peu over budget, ou de pouvoir payer 2 loyers à l'avance si jamais l'agence vous le demande, parce que ça peut arriver et c'est un peu relou, mais bon, on a essayé de s'y tenir et voilà. Athènes est vraiment pas cher. Pour le remote, c'est vraiment cool. C'est pas extrêmement loin en termes de time zone. Je crois que c'est plus 2 de mémoire. Et par contre, les Wi-Fi pourris, sauf si vous êtes dans un coworking. Mais bon, en tout cas, c'était catastrophique en l'occurrence. Et l'Islande, ça a été clairement le craquage au niveau du prix. Mais par contre, vous avez de la 5G sur les glaciers, quoi. C'est un truc de fou. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire. Donc aujourd'hui, pour conclure, je pense que ça a été une expérience de ouf au point de vue perso, au point de vue même couple d'ailleurs, à tel point que c'est un petit peu dur d'en sortir. On était censé arrêter, maintenant on prolonge pour Séville, donc au bout d'un moment je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête un petit peu aussi, je suppose. Mais bon bref, ça a été un autre débat. Le contre, c'est que c'est pas un échappatoire, comme je disais. Enfin, c'est un truc parfois qui même, ça a tendance à s'exponentialiser parce que vous n'êtes pas sur place, vous sentez pas forcément le contexte, vous sentez pas forcément la vibe. Et bah, il y a cet inconnu là aussi. Ça dépend beaucoup de paramètres perso. Est-ce que c'est le moment? Et tu vois, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens du coup dans la salle pour qui c'est pas possible pour plein de raisons tout à fait normales. Et voilà. Donc je considère que c'est exceptionnel, que c'est une chance et que c'est pas normal, mais si vous avez l'occasion de le faire et que ça impacte pas trop votre business ou votre vie perso, franchement, pourquoi pas? Franchement, c'est assez enrichissant à plein d'égards. Surtout si vous voulez monter un process un peu remote en interne, je trouve que c'est assez cool. Du coup, voilà. Merci beaucoup. Merci Gilles. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est comment vous réussissez à finalement absorber une croissance en étant full remote et en organisant ça super bien. J'ai plein de questions, mais je vais vous laisser en poser. Si vous avez des questions à poser à Gilles, on va prendre 5-10 minutes pour le temps des changements de salle si vous devez changer de salle. Je propose qu'on prenne quelques questions. Ouais. Est-ce que tu peux venir? C'est plus sympa, je trouve. Ouais. J'avais juste une question, parce que en t'écoutant, j'ai l'impression que tu t'imposes de t'arrêter de voyager. Et pourquoi c'est pour le couple? C'est parce que tu te l'étais imposé dès le Non, si ça tenait qu'à ma copine, on serait encore en train de le faire. Hein, donc c'est ça aussi. Non, je pense que c'est... Alors, on ne s'arrête pas non plus complètement. Pour être entièrement transparent avec vous, là, on a décidé de s'installer 1 an, de faire l'expérience cette fois-ci, de s'installer 1 an, de s'expatrier du coup à Amsterdam, qui était vraiment un coup de cœur pour nous.
et après ça, peut-être éventuellement de revenir en France. En vrai, c'est plus des questions administratives, pour être très honnête. Tu vois, c'est par exemple des règles d'imposition, des choses comme ça, contractuelles, qui font que c'est plus compliqué de faire ça ad vitam aeternam. Donc c'est une première chose. Le deuxième truc, c'est que je pense qu'on a aussi des envies d'achat de biens, et acheter à l'étranger, c'est plus compliqué aussi. Acheter en France, c'est plus simple pour nous. Donc c'est un gloubi-boulga de tout ça. Mais ce qui est sûr et certain, ce qu'on fera, c'est que quand bien même demain on a, je sais pas, une baraque, qu'on achète une baraque, je sais pas où, à Nantes ou ailleurs, je pense que maintenant on est assez confort avec l'idée qu'on pourrait se mettre 1 mois ou 2 mois dans l'année à refaire cette expérience-là et se débrouiller comme ça, quoi. Ouais. Ok, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, tu peux venir sur scène. Je voulais juste te poser la question s'il y a d'autres personnes dans ton équipe qui font la même chose que toi, qui bougent beaucoup, et comment tu gères ça au niveau management et suivi du coup? Ouais, alors qu'ils le font autant que moi, a priori non. Il y en a qui le font beaucoup. Après, avec ce rythme-là, pas vraiment. Alors c'est marrant parce qu'en 2018, la première personne qu'on a recrutée en remote et qui a un peu propulsé le truc de faire, de faire le remote, en fait, il était au Chili à l'époque. Donc c'est un dev qu'on a recruté parce que Paris, c'est Paris, et l'écosystème, c'est très dur. Enfin, à l'époque, en tout cas, on venait de lever 500 000 balles et c'était, tu vois, on avait un budget assez serré. Et en fait, on est tombé sur ce gars qui était au Chili et qui avait pour le coup une time zone improbable où c'était genre -6 ou un truc comme ça. Et on a dû s'adapter à ça. Lui avait fait, pour le coup, il a été assez cool parce qu'il s'est adapté aussi. Il a avancé, il s'est levé un petit peu plus tôt. Et nous, on a aussi construit des process pour s'adapter à lui. Donc beaucoup de communication asynchrone, de documentation, de choses comme ça. Et on essaie d'avoir un minimum d'overlap pour gérer justement cette partie management. Et du coup, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des gens qui le font pas autant que moi, mais qui font, tu vois, je pense aller une fois tous les 6 mois ou 2 fois tous les 6 mois, qui bougent un petit peu, peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines ou qu'est-ce que sais-je. D'autres qui sont beaucoup plus installés, mais d'autres qui ont beaucoup plus la bougeotte. Mais à chaque fois, la règle, en fait, c'est la même que je me suis imposée. C'est GMT plus 2. On essaie d'avoir un overlap avec son direct manager pour pouvoir faire au moins les one-on-one, s'assurer que les OKR sont bien suivis et sont bien set-up. Et en fait, on ne regarde pas ce qui est input, mais on regarde ce qui en résulte à la fin de la journée. Et en fait, à la fin du quarter, de toute façon, on fait les comptes, quoi. Et si les projets sont là et c'est délivré, il n'y a pas de sujet. Par contre, si ça a impacté le truc, oui, on en discute. Et si c'est ça la cause, bah, dans ce cas, voilà, il faut qu'on en reparle. Mais en l'occurrence, voilà, on fait confiance, on est très clair sur les expectations en termes d'objectifs, de machin, et après, normalement, ça roule et on s'impose la règle du GMT plus 2 ou moins 2, et voilà quoi. Ah, merci à toi. Bon, je vais prendre la dernière question. Ouais. Cette question s'adresse à toi, en fait. Voilà, comment est-ce que c'est pas se rajouter une contrainte en fait finalement d'être full nomade? Enfin, tu vois, moi je suis dans un contexte où aussi j'ai énormément de croissance. On est passé très rapidement en 1 an de 60 à 120. Donc bon, une croissance moins folle que la tienne, mais et du coup, enfin, se rajouter en fait des déménagements réguliers, etc. Est-ce que c'est pas, tu vois, défocusant, et comment tu arrives à le gérer toi personnellement en fait? Bah, en fait, c'est assez pas tant que ça en réalité. Après, moi, pour le coup, j'ai ça pour moi d'avoir cette capacité en fait que quand je me mets dans le boulot, enfin, je suis le pire coworker du monde. C'est-à-dire que lorsque je suis dans le truc, en vrai, il se passe absolument plus rien autour de moi et en vrai, j'arrive à me mettre dedans très très vite et je lève pas le nez. Mais et après, pour la question du déménagement, en fait, ça se fait le week-end. Donc en fait, on a le temps de le voir. On essaie de préparer à chaque fois 2 destinations à l'avance pour pas avoir ce stress d'être dans la recherche, dans le machin, dans les trucs administratifs, les voyages. Donc maintenant, tout est planifié 2 quarters à l'avance. Et une fois qu'on a fait ça, après, c'est juste, ça roule quoi. Et en plus, comme on a littéralement 3 sacs à dos, tu vois. Donc en fait, c'est vite rangé, c'est vite sorti. Donc ça va assez vite en fait à la fin. Le début, c'est toujours un petit peu, tu démarres, tu prends tes marques, mais déjà là, le déménagement pour Édimbourg, tu vois, on l'a fait 8 heures avant de partir, on a tout fait quoi. Et maintenant, on est prêt pour partir ailleurs. Et ça, donc c'est un pli que tu prends. Et à partir du moment où tu es capable de te mettre dans le boulot la semaine et d'être au taquet, en vrai, ça marche quoi. Donc, et pour répondre aussi au truc, il y a un truc que je voulais ajouter là-dessus, il nous reste plus de temps. Désolé. En gros, pour le remote, un truc qui était vachement cool qu'on a fait, c'est
ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand les gens sont en remote, et je l'ai senti, c'est qu'il n'y a personne autour de soi. Et donc, c'est ça qui est très différent avec un bureau, c'est que, en fait, tu sais quelle est la personne à côté de toi, avec qui tu bosses, ou la personne qui est à l'autre bout de la pièce. Et donc, en fait, il y a un truc qui est fondamental quand vous êtes en remote, c'est la place que vous occupez au sein d'une organisation. Et donc d'être capable en fait de recréer des petits villages. Donc ça peut être aussi bête que d'avoir en fait une espèce de room virtuel dans laquelle en fait tout le monde, ton équipe est connectée en permanence. Tu peux te connecter et juste chit-chat ou juste échanger rapidement. Ça peut être ça. Ça peut être avoir un organigramme très clair, public, transparent sur un Miro ou que sais-je, où en fait tu peux voir où est-ce que tu te situes dans cette organisation et qui sont les gens avec qui tu bosses. Et encore une fois, cette idée d'avoir des team retreats de façon très spontanée tous les quarters, pour vraiment se sentir que tu appartiens à quelque chose. L'appartenance en remote, c'est probablement le truc le plus important. Enfin, il y en a deux, c'est la communication et l'appartenance. Voilà. Merci Gilles. Merci Un grand merci, on peut l'applaudir. Merci à vous.